Est-ce que vous avez vu ce qu'il s'est passé aux États-Unis, le meurtre, l'assassinat d'un PDG de la plus grande assurance maladie des États-Unis, une assurance maladie qui pèse 327 milliards de dollars de chiffre d'affaires, ce qui est énorme, hein. Je rappelle que le PIB de la France, c'est 2400 milliards d'euros. Donc on est sur un truc qui pèse, je sais pas, genre quoi, un sixième du PIB de la France ou un septième ou un truc comme ça. Enfin, c'est totalement énorme. Et le PDG a été tué dans la rue par quelqu'un, on ne sait pas qui c'est, on ne sait même pas si c'est un militant, genre de droite, de gauche, on ne sait pas trop. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il aime pas trop les PDG des assurances parce qu'il avait marqué un slogan contre les assurances maladie privées des États-Unis sur les douilles de ses balles. Alors, on va analyser tout ça avec Dr Zoé qui condamne les violences. Est-ce que ça va, Dr Zoé? Oui, bonjour tout le monde. Écoutez, on va pouvoir discuter de cette affaire parce que ce qui est très intéressant, c'est que, y a ça crée, tu l'as dit déjà, c'est, le PDG d'une boîte énorme et en fait, après le meurtre de cette personne, ça a déclenché, énormément, énormément, énormément de réactions, partout dans le monde, mais particulièrement aux États-Unis, avec énormément de personnes qui se mettent à témoigner, notamment à témoigner des problèmes qu'ils ont, avec leur assurance santé. Et du coup, ça, c'est vraiment, ça soulève en fait vraiment une question, politique, hein, question dont on a déjà parlé. Si vous voulez, il y a pas longtemps, on a fait, une capsule sur, la motion de censure car le gouvernement est tombé, je vous rappelle, avec la motion de censure. Alors nous, on avait fait la capsule juste avant le vote et on parlait le gouvernement est tombé sur le vote du budget de la sécurité sociale car en France, nous avons l'assurance maladie qui dépend de la sécurité sociale, qui n'est pas une entreprise privée, hein, qui est une entité publique, et à côté des complémentaires, dont une partie fonctionne sur le registre des assurances privées. On va reparler de ça aujourd'hui. On va parler de la situation états-unienne là-dessus. Si vous voulez, aller voir la capsule aussi sur la motion de censure. On parle beaucoup de ça et de comment ça fonctionne. Donc voilà, let's go, allons-y, parlons de ça. Alors, on va peut-être se regarder l'extrait. Peut-être que je le censurerai pour YouTube. Je sais pas à quel point on a le droit de regarder ça. Mais bon, c'est un extrait qui passe sur France 2, hein. C'est pas un extrait qui est extrêmement violent dans le sens où on n'a pas d'image très claire, mais c'est l'extrait de l'homme qui assassine en pleine rue le PDG de l'assurance santé et ça passe sur France Info. Peu avant. Ah, je vais juste le partager, Zoé, Ouais, parce que je n'y ai pas pensé. Tu peux me le quémander à chaque fois si tu veux, hein. oui, mais c'est que j'oublie J'y en pense fait. pas forcément. Moi Donc non voilà, plus. tu as maintenant l'extrait. Let's go. Hop. 7 heures du matin, devant un hôtel de Manhattan, un homme armé surgit. Il vise sa cible et lui tire froidement dans le dos. Il fait feu à plusieurs reprises pour l'abattre, avant de prendre la fuite. La victime, Brian Thompson, 50 ans, était le patron de la plus grande... La scène, elle est irréelle, hein. Ouais, la scène est T'as vu folle. comment le gars il arrive? La scène est folle. Non mais Alors là, t'as vu comment il dégaine? c'est devant un Un homme hôtel armé de luxe, hein, où, il y avait justement une réunion de cette assurance, qui devait se tenir une conférence. Enfin, c'est vraiment un truc. La scène est folle, hein, et le mec, pour l'instant, alors là, nous, on parle, on est vendredi soir, vendredi 6 décembre au soir, n'a pas été retrouvé, hein, le tireur. Ouais, Voilà, et donc là il y a Bri quelqu'un à côté. Puis c'est vraiment un truc dirigé, tu vois. Là, il y a ouais, une personne oui. à côté. Il est pas là pour tuer les gens dans la rue. Il est là pour tuer cette personne en Oui, particulier, oui, qui est oui, oui. le PDG. Ce qu'il va faire et qui est Brian Thompson. Qu'est-ce qu'il y a là? plus grande assurance santé américaine. Il venait assister à une conférence de sa société dans cet hôtel, en plein cœur de New York. Je regardais mon téléphone quand j'ai entendu des coups de feu. Quand j'ai levé les yeux, l'homme avait un pistolet. Puis je l'ai vu traverser la rue, en courant. Et ouais, il s'est barré, je crois, un peu en passant dans des parcs et ils l'ont pas, ouais, ils l'ont pas du tout retrouvé, quoi. Il est vraiment. Ça m'étonne en fait, tu vois, avec le nombre de caméras aujourd'hui, qu'un type puisse se barrer à pied dans New York et qu'il soit introuvable. Bah, C'est, écoute, je trouve ça assez étonnant.
Il était peut-être très bien préparé, on ne sait pas. Mmh. Alors en tout cas, Padu vous l'a dit, mais donc au tout départ, on avait cette information-là. Encore une fois, le mec, qui a été assassiné, c'est pas n'importe qui, donc on pouvait quand même se douter qu'il y avait, une dimension peut-être politique dans le geste et l'idée que, le il y ait une dimension politique, en tout cas dans cet assassinat, augmente parce que sur, les balles ou sur les douilles des balles, qui ont été tirées, la personne a gravé 3 mots: «Delay, deny and defend». Qui sont 3 mots, en fait, qui font le titre d'un livre qui a été publié il y a une dizaine d'années par un professeur de droit des contrats, a priori, J.M. Feynman, donc que je ne connaissais, ni d'Ève ni d'Adam, évidemment avant, je pense que pas du non plus. Et en gros, c'était un Position tu le Revue a connais? lu le livre, hein. Alors, Position Revue a évidemment lu le livre, vous vous en doutez bien, mais sinon le commun des mortels, particulièrement en France, non. Et en gros, c'est le but de ce spécialiste en droit des contrats était de donner des éléments aux personnes, qui se retrouvent en contentieux avec leur assurance santé parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir aux États-Unis, c'est que donc, la grande majorité des gens sont assurés auprès d'assureurs privés, dont, cet assureur, qui s'appelle, c'est United Healthcare, qui est le plus gros, hein, de tous ces assureurs. Et en fait, très régulièrement, les gens donc payent des sommes qui sont quand même des sommes extrêmement importantes, avec des contrats qui sont complexes et cetera. Vous imaginez bien que ces entreprises ont des armées de juristes, de machins, de tout ce qu'on veut, pour, faire, ce qui est leur travail, hein. Je vous rappelle que ce sont des entreprises privées, à but lucratif et donc leur objectif est de gagner le plus d'argent possible. Leur objectif n'est pas que tout le monde puisse se soigner correctement et cetera. Leur objectif est de gagner le plus d'argent possible. Et donc vous imaginez bien que leur intérêt, c'est que les gens payent le plus cher possible et qu'eux remboursent le moins possible les soins. Et donc là, actuellement aux États-Unis, les gens sont dans des situations atroces parfois parce que, il y a quasiment, enfin il y a, dans cette boîte-là, dont le PDG a été assassiné, il y a, 27 des soins où les assurés demandent un remboursement parce qu'ils pensent que leur contrat les couvre et où l'assurance refuse de rembourser. Donc vous imaginez la situation, votre gamin, il a une appendicite, vous, vous avez, un cancer et cetera et en fait, vous souscrivez un contrat d'assurance, vous payez tous les mois des primes d'assurance qui sont très chères, hein, c'est des centaines et des centaines de dollars, voire des milliers de dollars par mois et en fait, il y a des petites lignes dans le contrat où il y a des petits avenants qui ont été faits au contrat qui font qu'ils disent: «Eh ben non, tu rentres pas dans les cases» et ça arrive une fois sur 4. Le fameux deny. C'est-à-dire, on ne donne pas suite, à votre demande de remboursement et ça met les gens dans des situations qui sont, vous l'imaginez bien, absolument catastrophiques. C'est des drames humains, hein, ce dont on parle là actuellement et le système, états-unien de santé, plus largement avec ses assurances privées, il faut savoir que c'est, le système le plus coûteux au monde. Ça coûte extrêmement cher. Nous, on met à peu près, je crois 12 de notre PIB dans la santé. Eux, c'est 18 ou 20 quelque chose comme ça. Ça coûte très, 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 très cher pour des résultats qui ne sont pas du tout meilleurs parce que l'espérance de vie aux États-Unis est plus faible qu'en France, hein, 5 ans plus faible. Elle a même baissé ces 2 dernières années, et avec, vous l'imaginez bien, des disparités en fonction des classes sociales qui sont absolument monstrueuses. Mais quand je vous dis monstrueuses, c'est monstrueuse. Heu et par exemple, la baisse, d'espérance de vie, elle s'est vue, particulièrement, sur, par exemple, les populations natives américaines. Heu, voilà, donc c'est des encore une fois, c'est des drames humains, et le fait qu'il y ait ça écrit sur les balles, ça va vraiment dans l'idée que la personne a voulu porter un message politique à ce sujet-là, se venger. Enfin voilà, encore une fois, cette personne n'a pas revendiqué les faits, n'a pas tenu de discours sur ce qu'elle a fait et n'a pas encore été retrouvée. Donc pour l'instant, on ne le sait pas. Mais en tout cas, on peut le présupposer. Et ce qui est impressionnant, c'est la vague de témoignages qui arrive des États-Unis depuis la mort de Brian Thompson, qui témoigne de situations catastrophiques de refus de soins, de non-accès aux soins, etc., etc. Avec, une situation qui est absolument terrible. Je sais pas, Padu, si tu veux rajouter, un truc là-dessus? Non, non, mais je suis d'accord avec toi. On ne sait pas exactement ce que voulait la personne. Si c'est, pense que tu as bien raison de parler de vengeance. Si ça se trouve, c'est un type, Mmh. tu vois, qui a vu sa daronne mourir sans avoir de soins,
ou sans avoir je sais pas, pouvoir se payer de produits antidouleurs ou je sais pas trop quoi, c'est possible, tu vois, que ce soit quelque chose comme ça. Ou alors que ce soit un militantisme politique plus large, comme on a vu avec l'action directe au début du 19e siècle, à la fin au début du 20e siècle, à la fin du 19e plutôt, tu vois. Mmh. C'est-à-dire des groupes politiques qui, conscients qu'aux États-Unis, tu n'as pas possibilité aujourd'hui d'avoir une politique progressiste, c'est-à-dire que même la gauche aux États-Unis, c'était Kamala Harris, hein, c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un, Olivier Faure à côté de Kamala Harris, c'est quelqu'un de gauche, tu vois. Enfin, vraiment, c'est un peu chaud, tu vois. Kamala Harris, c'est quelqu'un de droite en France, quoi. C'est quelqu'un de droite Oui. qui est pour le port d'armes, qui est pas socialiste pour un sou, qui est pas très très progressiste sur le climat. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est relativement conservatrice. Et donc, on peut aussi imaginer qu'il y a un retour aux États-Unis à l'action directe, parce que l'action directe, c'est un peu ce que tu fais quand tu n'as pas de possibilité de changer les choses de manière Mmh. collective, dans des orgas. Je veux dire, t'as pas besoin d'action directe quand tu fais 40% aux élections, que tu as deux doigts de prendre le pouvoir. Tu vois, je dis pas qu'il peut pas y en avoir. Tu vois, tu peux toujours avoir un type qui décide de faire de l'action directe. Mais la réalité, c'est que c'est souvent un mode d'action de personnes qui ne pourraient pas faire autrement et donc qui préfèrent faire un attentat parce qu'il n'y a plus aucune autre possibilité pour eux pour faire entendre leur cause. On le voit particulièrement dans les pays colonisés où, tu sais, où tout est cadenassé et où du coup tu as des attentats suicides ou des choses de ce type. Mmh. Donc voilà, on ne sait pas encore exactement ce qui se passe. Je ne sais pas si on saura un jour, parce que s'il n'est pas retrouvé, est-ce qu'il va aller prendre le risque de revendiquer, de dire pourquoi et tout. Enfin, je suis pas persuadé. Mais en tout cas, ben, malgré le fait que oui, c'est de la violence et j'aimais bien la violence, je veux dire, tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas bien de tuer un type dans la rue, et ben, ça met quand même en avant une violence qui est, beaucoup, beaucoup plus grande que cette violence qui est faite sur un homme, qui est la violence du système de santé, aux États-Unis, qui tue des, centaines de milliers de personnes aux États-Unis, chaque année et comme tu le dis, sur des critères de classe, tu vois? Et j'ai vu un mème, alors les mèmes n'ont pas toujours raison, j'ai l'impression d'être Julien Rochetti quand je dis j'ai vu un mème sur Twitter, tu sais? À un moment donné dans sa conférence, il dit: «Oui, il y a ce mème et tout», mais il y a un peu ça, où il y a un mème qui reprend un peu l'impératif catégorique de Kant avec la tête de Brian Thompson. Il y a marqué vis ta vie de manière à ce qu'il n'y ait pas la moitié de la population de la Terre qui danse quand tu meurs, tu vois. Mais c'est vrai que c'est quand tu vois le nombre de personnes qui se réjouissent du décès de ce mec, notamment aux États-Unis, tous les mèmes où tout le monde dit que c'est un héros, le gars qui a tué Brian Thompson, tu te dis, bah, le gars, enfin, ça veut dire quand même qu'il a vécu une vie qui fait que tout le monde le déteste parce qu'il a vécu une vie bah, où il a fait des trucs de connard, tu vois. Il faut le dire aussi, tu vois. Ça veut pas dire qu'il faut aller le buter dans la rue, tu vois, mais ça veut dire que, bah oui, si ta politique, ton action personnelle a mené à la mort de plein de personnes de manière indirecte, c'est pas lui qui allait les buter, tu vois, de lui-même, mais c'est lui qui allait refuser des soins, c'est lui qui a signé des trucs pour que les gens au final n'aient pas de soins et meurent plus tôt ou aient plus de souffrance. Et ben au final, il faut se poser la question de qui est moral là-dedans, tu vois. Bien sûr et tu vois, quand tu dis, c'est lui et cetera, alors en plus, le côté, assassinat d'une personne et tout, c'est un truc très symbolique et tout ça, mais ça fait oublier que, la question là, dans cette histoire, c'est pas que, Brian Thompson, il était méchant. Brian Thompson, il jouait les règles du jeu, qui étaient édictées. Pas une question de méchant et de gentil là. Si on veut que ça s'arrête, il faut pas que les gens qui soient PDG des assurances privées aux États-Unis soient des gentils, ça ne va pas arriver. D'accord? C'est pas leur intérêt. Quand je vous disais au départ, leur travail, c'est de dégager un maximum de profit possible pour les grands dirigeants de ces boîtes et pour les actionnaires. C'est ça leur travail. Et donc, par définition, leur travail va contre l'intérêt général. Leur objectif, c'est de prendre le plus d'argent possible aux gens et leur en rendre le moins possible. C'est la manière dont ça fonctionne si le système d'assurance est privé. Et donc, par définition, ça va mal se passer. La question, c'est pas d'attendre d'avoir des gentils dirigeants. La question, c'est qu'il ne faut pas d'assurance privée en santé. Ça donne évidemment lieu à ce genre de catastrophe. Et je me permets de rappeler rapidement, on l'a dit dans le capsule, mais je le redis ici, qu'une assurance santé privée, ça coûte beaucoup plus cher que l'assurance maladie de la sécurité sociale. Parce que quand vous cotisez 100 € à une entreprise privée, à une assurance privée, ils vont rémunérer des actionnaires, ils vont rémunérer des PDG, ils vont rémunérer le coût de la concurrence. Parce que quand vous êtes en concurrence avec d'autres boîtes, du coup, il faut faire du marketing, il faut faire de la pub, il faut avoir des commerciaux, etc., etc. Tout ça, ça coûte de l'argent.
Et donc, il va y avoir tout un tas de thunes que vous cotisez qui ne va pas être alloué à rembourser les soins qui sont nécessaires pour la santé des gens, mais qui vont être alloués à ça. Et donc, en France, la situation, c'est que AXA, qui fait partie des complémentaires santé, AXA, la branche santé, c'est 22 euros sur 100 euros cotisés qui partent. Pas dans les soins. Alors que la sécurité sociale, c'est 3 à 4 euros. Parce qu'en fait, les seules choses qu'il y a à payer, c'est vraiment les frais de fonctionnement, les salaires des gens qui bossent à la sécu, le matériel, etc. Il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas de marketing, il n'y a pas de trucs comme ça. Et donc, intrinsèquement, le problème de fond, c'est pas cet homme en particulier, c'est pas tel ou tel dirigeant individuellement, c'est le système global qui ne va pas. La santé ne doit pas être prise en charge par des assurances privées, c'est une catastrophe. Il ne peut que y avoir des catastrophes. Et je me permets de dire un petit mot parce que j'ai parlé de la baisse d'espérance de vie aux États-Unis et quelqu'un a fait remarquer dans le chat très justement que cette baisse des 2 dernières années, alors l'espérance de vie était déjà inférieure avant cette baisse récente par rapport à la France, hein. Mais effectivement, cette baisse des 2 dernières années, elle est liée à deux grandes choses, euh, le Covid et la crise des opioïdes aux États-Unis. Et j'aimerais dire 2 mots sur ces petites choses-là. Le Covid, rapidement, aux États-Unis, il y a eu énormément de décès liés au Covid et avec un gradient de classe sociale énorme aussi. Alors déjà, le Covid, les formes graves de Covid, les aggravations, la majorité des gens qui sont infectés par le Covid ne font pas une forme grave qui nécessite d'aller en réanimation, qui les empêche de respirer, voire qui peut les tuer. Mais il peut y avoir des aggravations. Et alors, il y a un certain nombre de facteurs de risque, mais les 2 plus grands, on va dire, c'est l'âge et le surpoids, qui est un facteur de risque énorme de Covid grave et de mal supporter la réanimation, parce que pour plein de raisons, les gens qui sont en très très grande obésité, ce qui est extrêmement fréquent aux États-Unis, vous savez, je pense tous qu'il y a un énorme problème d'obésité, et notamment de très très grande obésité, c'est-à-dire de gens qui sont dans des niveaux de surpoids extrêmement importants, qui notamment leur posent des problèmes respiratoires. Ces gens-là, quand il faut les intuber, etc., ça se passe très mal. C'est des gens qui ne supportent pas bien les intubations, etc., et parfois qu'on n'arrive jamais à extuber. Et donc, il y a d'autres facteurs de risque du Covid qui sont aussi liés à l'alimentation, aux conditions de vie, et donc avec aussi un gradient de classe sociale. Les personnes très pauvres sont plus en surpoids, elles ont aussi plus de diabète, qui est aussi un facteur de risque pour les formes graves de Covid. Bref, le fait de dire le Covid a aggravé la baisse de l'espérance de vie, c'est aussi un marqueur social, c'est aussi un marqueur de la classe sociale et des problèmes pour avoir accès à des soins de qualité, à une alimentation de qualité, à une vie. Enfin, je veux dire, aux États-Unis, il y a plein d'endroits où vous n'avez pas de trottoir, en fait. C'est pas fait pour pouvoir se déplacer à pied. Enfin, voilà, c'est le problème de l'obésité, il est complexe et il est aussi complexe parce qu'il y a plein d'endroits où, en fait, vous ne pouvez clairement pas, quand vous êtes de classe populaire, avoir accès, notamment à de la nourriture de bonne qualité et à une activité physique. Ça, c'est pour le côté Covid. Pour le côté crise des opioïdes, alors si vous voulez, on développe en détail cette crise des opioïdes, c'est chapitré dans la vidéo qu'on a fait qui s'appelle Faut-il un service public de la drogue ou faut-il légaliser toutes les drogues? Je ne sais plus comment on l'avait appelé, qui est accessible sur la chaîne où on avait invité une chercheuse qui s'appelle Zoé Dubus. Euh, cette, euh, cette crise des opioïdes, pour vous dire très rapidement, il faut être complètement conscient que cette crise des opioïdes est arrivée par la prescription médicale. Parce que il y a eu un problème de corruption à la fois des prescripteurs, des organismes de contrôle des médicaments, et cetera, par l'entreprise qui a mis sur le marché, des opioïdes. Donc les opioïdes, c'est, cette grande famille de molécules, dans laquelle il y a, donc les opiacés, hein, donc l'héroïne, par exemple, ce genre de choses, mais aussi des molécules qui sont, de synthèse et notamment, c'est le grand groupe dans lequel il y a la morphine, par exemple. Vous trouvez aussi l'oxycodone et le fentanyl qui sont, des opioïdes plus récents, qui ont une affinité très forte pour les récepteurs et quand ils sont arrivés sur le marché, l'entreprise privée qui les fabriquait a vraiment arrosé de publicité les patients, les prescripteurs, a corrompu les instances. Il y a des procès hein, là-dessus. Enfin, c'est montré hein, qu'il y a eu un problème énorme là-dessus, en racontant qu'il n'y avait pas de problème pour les prescrire, qu'il n'y avait pas de problème d'addiction, etc., etc. Ça a été prescrit absolument n'importe comment. Et actuellement, on est dans une situation qui est absolument catastrophique aux États-Unis. Mais quand je dis catastrophique, c'est 60 000 morts par an minimum. Je ne sais pas si vous imaginez, on estime qu'il y a un demi-million de gens qui sont morts de ça sur la dernière décennie.
C'est un truc complètement dingue. Et là, on est dans une situation qui est quasiment hors de contrôle, avec en plus, encore une fois, un gradient de classe sociale, avec les personnes qui sont dans les franges les plus précarisées de la société, qui n'ont pas accès à des soins en addictologie corrects, etc. etc. Les addictions, en règle générale, quand vous êtes dans un contexte social défavorable, ont des conséquences plus graves. Vous devenez plus fortement addict. Quand vous êtes addict, vous avez plus de mal à gérer et tout ça. Enfin voilà, et ça, c'est aussi une crise, c'est ça que je veux dire, c'est que ce soit la baisse d'espérance de vie liée au Covid ou la baisse d'espérance de vie liée aux opiacés, tout ça, c'est lié au système capitaliste, à la privatisation de la santé, à la privatisation des industries pharmaceutiques, à la privatisation des assurances santé, aux problèmes de précarité et d'inégalité sociale monstrueuse que créent des sociétés capitalistes comme les États-Unis. Et c'est un excellent exemple pour bien montrer aux libertariens complètement neuneux que non, la concurrence, ça ne marche pas. D'accord? Non, la concurrence, ça ne fait pas que les prix baissent, que les gens ont tous intérêt à faire au mieux, ils s'arrangent entre eux, ils prennent des décisions immondes parce qu'en fait, ils ont tous le même intérêt qui est de faire de l'argent. Et quand on parle de la santé des gens, avoir pour seul intérêt de faire de l'argent, c'est un problème en soi. Et tant qu'on n'ira pas chercher le problème à la racine et de ce côté-là, on ne pourra pas s'en sortir. Nous, sur les États-Unis, on a très peu de prise politique, évidemment, mais par contre, on peut vraiment regarder leur exemple et en tirer des conclusions pour ce qu'on doit faire pour chez nous. Et puis, bien sûr, soutenir les luttes et les luttes de gauche qui peuvent exister aux États-Unis, évidemment, parce que franchement, force à eux. Moi, j'en suis sur Twitter des États-Unis marxistes basés. Je me dis que ça doit être hyper dur pour eux de vivre dans un pays pareil. Et, et voilà, quoi, c'est force à eux, c'est vraiment chaud. Et je voulais quand même vous donner un petit exemple de ce que c'est que la libre concurrence versus le rapport de force. Euh, une autre compagnie d'assurance aux États-Unis avait annoncé très récemment qu'ils allaient limiter les remboursements des anesthésies pendant les chirurgies. Et ils avaient dit, en gros, voilà, donc vous devez vous faire opérer, je sais pas, vous devez vous faire retirer la vésicule biliaire. La chirurgie est prévue sur 30 minutes d'anesthésie, une chirurgie simple, etc. Mais il peut arriver parfois qu'il y ait une complication pendant la chirurgie et donc que l'anesthésie dure plus longtemps. Cette compagnie d'assurance privée avait annoncé qu'ils allaient arrêter le remboursement des anesthésies si elles dépassaient le temps qui était prévu au départ. Donc vous imaginez la situation déjà, à quel point ça peut vous pousser en tant que médecin à la faute médicale, parce que ça veut dire que s'il faut que vous rallongiez l'anesthésie et que vous vous dites, bah ouais, mais le patient, il va pas avoir les moyens de payer son anest et tout ça, bah du coup, je vais quand même essayer de finir en 30 minutes alors qu'en fait, il y a une complication. Enfin, vous voyez à quel point ça vous fait bosser. Ça fait en plus bosser les soignants dans une situation où leur intérêt n'est pas l'intérêt supérieur du patient, mais des contraintes comptables, budgétaires, nulles et tout ça. Les patients, ça peut les mettre dans une situation où ils se réveillent de leur anesthésie, ils apprennent que ça a duré plus longtemps. Déjà, ils ont failli y passer, peut-être qu'ils auront des séquelles, etc. Mais en plus, leur anesthésie ne sera pas prise en charge et on leur annonce une facture de 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 dollars qu'ils vont devoir payer, qu'ils vont peut-être pas pouvoir payer. Donc voilà, ils avaient décidé ça et figurez-vous que donc, Brian Thompson a été assassiné mercredi matin. Et jeudi soir, cette compagnie d'assurance a annoncé qu'ils revenaient sur leur décision. Voilà. Donc, comme l'a dit Padu, moi, je pense vraiment qu'il faut aussi regarder ces actes-là comme un aveu d'impuissance politique énorme, énorme, parce qu'en fait, normalement, ça devrait se jouer au rapport de force via des syndicats, via des partis politiques, avec un projet politique qui se présente en face et qui propose de changer la donne. Malheureusement, aux États-Unis, pour l'instant, en tout cas, ils ont leur seule alternative politique, c'est la droite versus l'extrême droite, quoi. Donc voilà. Mais il faut rappeler ça. Il y a, il y a- il y a- il y a un truc qui bouillonne là, visiblement aux États-Unis. Il y a aussi une frange de la population qui n'en peut plus en fait de cette situation. Et moi, si je devais, après, je vais passer la parole à mon camarade, mais sur l'histoire de condamner les violences, etc. Rappelons-nous toujours qu'il y a des violences qui sont beaucoup plus visibles que d'autres. La violence d'un homme qui prévoit son coup, qui lève son arme et qui abat quelqu'un en pleine rue, elle est évidente, elle est visible, elle saute aux yeux. Mais cette violence-là, elle va être dénoncée dans tous les médias, partout. Tout le monde va trouver ça très grave, etc., etc. Mais en fait, personne ne parle de la violence inouïe que les privatisations, que le capitalisme applique sur des millions et des millions, voire des milliards de gens sur cette planète, des milliers, voire des millions de gens qui meurent chaque année à cause de ces décisions-là.
Et voilà, moi je le dis clairement, je condamne ces violences. Je condamne les violences du capitalisme très fort et c'est pour ça qu'on lutte, politiquement, c'est parce que les conséquences sont absolument, terribles et catastrophiques, quoi. Ouais, bah, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Sauf, il y a quelqu'un qui dit dans le chat, tu viens de te faire opérer, tu te réveilles défoncé, on t'annonce la douloureuse en détente. Le pire, tu vois, c'est que si on commence à faire payer des actes comme ça pendant la chirurgie, les mecs, ils peuvent mentir, dire que ça a duré plus longtemps que d'autres et tout. Enfin, Bien sûr, c'est vraiment n'importe quoi, tu vois. C'est bien si tu payes pas pour l'opération, mais tu payes vraiment au flacon de kétamine ou de je sais pas trop quoi qu'on t'injecte, ça n'a aucun sens, quoi. c'est le pire de ce qu'on peut faire, pour la santé et voilà, force à nous pour lutter, pour ne jamais, jamais, jamais accepter, de se retrouver dans ces situations pour notre bien à tous. Voilà. Mais tu vois, c'est un truc, mais même même dans les autres domaines marchands, on va pas aussi loin, tu vois, que de faire payer pour si ça dure plus longtemps. Quand tu vas au restaurant, tu payes le prix du plat, tu payes pas si le mec, en fait, il a mis plus de temps à peler les légumes que prévu, tu vois. Enfin, c'est hyper archaïque, tu vois. C'est vraiment parce que les mecs savent que tu as le couteau sur la gorge, que tu es obligé de te faire opérer, qui se permettent ce genre de déremboursement, tu vois, parce que c'est aberrant, en vrai. Évidemment et c'est toute la particularité de la santé. Pour la santé, les gens, ils payent. C'est Bah la vie oui. et la mort. C'est les questions de vie ou de mort. Les gens, ils payent pour ça. Ton gamin, il a un lymphome. Mais attends, mais tu fais tout en fait. Tu fais tout pour sauver ton môme, évidemment. Tu hypothèques ta baraque, tu fais des kermesses à l'école, tu fais des affiches en 4x4 avec la gueule de ton gosse et tu vas mendier. Et puis les riches de ta ville américaine, ils vont arriver, grand prince, et ils vont te faire un chèque de 20 000 $. Ils vont se prendre en photo en train de faire le chèque parce qu'ils sont quand même vachement sympas. C'est juste dégueulasse en fait. C'est Mm. juste, tout est immonde là-dedans. Tout est immonde. C'est insupportable. On peut continuer peut-être à regarder ça, voir ce que c'est dit, s'il y en a des choses qui nous Mm. font rebondir. Nous sommes choqués que quelqu'un soit tué en plein jour à New York. C'est vrai. Tiens, eux, ils condamnent les violences directes et tout, ils Mais sont oui. choqués. Oui, oui, bah oui, oui, oui. Mais tout le monde est choqué, évidemment. C'est un mec qui se fait buter en pleine rue. Alors après, aux États-Unis, des mecs qui se font buter en pleine rue, ça arrive extrêmement souvent. Et dans les quartiers populaires, on n'en parle pas comme ça, hein, mais bon. Ouais. Vraiment perturbant. Depuis hier, une chasse à l'homme a été lancée. Homme, ethnicité inconnue, masque Ethnicité inconnue. Ouais. noir, veste couleur crème, gants noirs, environ 1m80. L'homme a pris la fuite à l'aide d'un vélo électrique en libre service avant de disparaître dans Central. Il est écolo, le gars. Ouais, c'est ça, c'est les incels. Les incels qui vont aller tuer des femmes et des noirs là parce qu'ils ont le seum et tout de la vie. Voilà, lui il va aller tuer juste un mec et il se barre en vélo électrique, tu vois, c'est improbable comme truc, hein. C'est vraiment improbable, hein. C'est barré dans Central Park. Et tu sais, c'est les vélos électriques de la ville, c'est genre les Vélib, tu vois, mais new-yorkais. Non, mais c'est trop improbable. Le gars s'il se fait pas choper, c'est n'importe quoi, hein, tu sais. Alors, il y a son Il y visage a un qui côté Robin circule. des Bois un peu, tu sais. Ouais, mais il y a son visage qui circule là. En fait, a priori, il a fait une erreur. Il a flirté un peu avec une caissière ou je sais pas quoi là, et du coup, Oui, il a oui, baissé il a un une peu tête son un masque. peu en mode Tchad On qui voit flirte avec la on voit son... caissière, ouais. C'est ça. Park. Le motif du meurtre reste inconnu, mais tout semble indiquer que l'homme attendait sa victime. De nombreuses personnes sont passées devant le suspect et il semblait attendre sa cible. Tout indique que c'était une attaque préméditée et préparée. Et tu vois, ils mettent la police offre 10 000 $ de récompense pour toute information qui permettrait d'identifier le tireur. Ouais. Mais c'est aberrant aussi aux États-Unis comment ça fonctionne, quoi. C'est le Far On se West. croirait hein. sous le Far West, on croirait Lucky Luke. La veuve de Brian Thompson a évoqué des menaces que son mari aurait reçues, peut-être par des assurés insatisfaits de leur couverture santé. United Healthcare, l'entreprise de la victime, est un poids lourd du secteur de l'assurance qui compte plus de 50 millions d'assurés. Ouais, bon, il y a peut-être pas grand-chose à dire en plus, mais en vrai, c'est une histoire, je trouve, intéressante et l'analyser encore une fois en disant je condamne les violences, c'est exactement pareil avec le 7 octobre, tu vois. Mm. Ça a aucun intérêt, tu sais, personne te dit c'est trop bien, il y a des meurtres, il y a des viols ou je sais pas quoi, personne ne dit ça, personne ne pense pas, donc bah, c'est pour le coup, on parlait tout à l'heure de Jean-Marc Chapa, c'est pas lui qui a écrit là-dessus, tu sais, après, Hmm je sais plus après quoi, c'était après un attentat comme ça, il avait dit genre en gros
en fait, ça servait quasiment à rien de dire je condamne l'attentat, tout le monde condamne l'attentat, tu vois, personne est là à dire c'est trop bien, tu vois. Mais donc, du coup, le problème, c'est de s'arrêter à ça, c'est que les gens à la télé, ils vont dire ah, je condamne, c'est très mal. Bah oui, une fois que tu as dit ça, tu rien dit, tu vois, parce que tu as donné Mmh. un avis qui est consensuel à 99%, tu vois. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça dit de la société américaine, tout ça, et comment on peut aller plus loin. Et c'est pour ça que ton analyse, je trouve, elle était intéressante. Mmh. Voilà, donc nous, on condamne, encore une fois, moi, je condamne et je condamne plus particulièrement les violences dont on ne parle jamais parce que celles-là, il y a pour les autres, pour condamner, encore une fois, ça, il y a pas besoin de nous, tout le monde le fait déjà. Mais par contre, condamner, la violence, vécue, par, les citoyens états-uniens et particulièrement par les plus pauvres, les natifs américains, les noirs, les fractions, les plus précaires, de toute la population, états-unienne. Il y a des disparités de revenus monstrueuses. Voilà, on pense à eux, on condamne les violences envers eux, on espère qu'on va abattre le capitalisme parce que ça ira mieux pour eux après. Et voilà, force à toutes les victimes et force à leurs proches. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit attends, ils ont plus de 350 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec que 50 millions d'assurés. Mais ouais, mais Oui. attends, 50 millions d'assurés, s'ils donnent, parce que 350 milliards c'est sur l'année, ça Mhm. fait quoi ça fait 7000. Ouais. S'il y a 7000 euros par assuré, ce qui est, je pense, le cas même, c'est pas si Mm. haut que ça, tu vois, 7000 euros par assuré, t'arrives à 350 milliards de chiffre d'affaires. Hein. Mhm. C'est ça. Et C'est vrai avec que c'est des un marché contrats énorme, et c'est pour ça variables. qu'en France ils veulent détruire la Sécu, hein, c'est parce que c'est un marché monstrueux. Évidemment, évidemment. Je pense que Brian Thompson, avant de mourir, avait des conditions de vie qui étaient meilleures que celles de la majorité des personnes aux États-Unis. Bon, sur ce, on s'arrêtera ici avant que Zoé ne dérape. Je ne dérape jamais, monsieur. Je vous invite à donner sur le Tipeee, je vous invite aussi à vous abonner sur le Twitter de Dr-Zoé-du-bas sur ma chaîne, pas du ring et pas du stream. Et sur ce, je vous dis à plus. À plus tout le monde, salut. On lâche rien.